Sachez qu'il y aura encore 2 débats qu'on organisera sur la question de la procréatique, et notamment, on a mis ça entre guillemets, sur la nouvelle fabrique de l'humain, et on abordera plus spécifiquement la GPA. C'est à chaque rencontre qu'on organise, on s'enrichit de questionnants, et la personne qui mettait sur sa banderole qu'on ne pose pas les vraies questions, finalement on finira par bien les poser. Je suis sûr que le CCNE, dans son avis et son rapport, posera vraiment les questions, puisqu'elles auront été inspirées de ces rencontres avec un public dont on va voir tout à l'heure, dans quelques minutes, à quel point il a à s'exprimer. Alors on va terminer notre, je ne sais pas si on dira une table ronde, en tous les cas nos présentations, par 2 interventions. Celle d'une part de Valérie Depatte, qui est juriste et qui est aussi la conseillère de l'espace éthique pour les questions de bioéthique. C'est vrai qu'on était pour beaucoup dans l'éthique du soin et on s'est un peu converti aux enjeux de la bioéthique, sachant que le comité d'éthique ou l'agence de la biomédecine faisait beaucoup dans ce domaine au niveau éthique. Et ensuite, on aura notre moment toujours le plus essentiel pour nous dans une soirée, c'est l'étudiante de Sciences Po. Vous allez voir, on aura tous envie de s'inscrire en Sciences Po à la fin de notre réunion. Merci. Alors, nous sommes aujourd'hui réunis ici, comme l'a expliqué Emmanuel Hirsch dès le début de cette séance, dans le cadre des États généraux de la bioéthique, qui consistent, vous le savez tous je crois, en une consultation du public, afin que la loi soit votée, mais votée au terme d'une concertation nationale. Notre tâche ici est de mettre à votre disposition les éléments du débat éthique et juridique pour que chacun d'entre vous qui le souhaite puisse délibérer au mieux. Or, la tâche n'est pas simple. Elle n'est simple ni pour vous ni pour nous. L'éthique, et plus précisément la bioéthique qui nous réunit, est faite de considérations d'ordre multiple, médical, philosophique, anthropologique, psychanalytique, juridique, et j'en oublie. Le droit, lui aussi, connaît des grands principes et des méandres. Il lui faut garder une cohérence d'ensemble entre des règles qui émanent de diverses de ses branches, et aussi rester en adéquation, tant que faire se peut, avec la réalité des faits. C'est donc un grand nombre de données qu'il vous est demandé ici de prendre en considération afin d'être en mesure d'éclairer le législateur sur les choix par vous attendus. Ce à quoi il faut ajouter que la bioéthique a ceci de particulier qu'elle en appelle à nos convictions profondes, spontanées, en lien avec nos valeurs personnelles, parce qu'elle touche le devenir de l'être humain au travers de son corps, qu'elle fait appel à nos valeurs d'humanité et à nos responsabilités face à ces valeurs. Et pourtant, une réflexion constructive nous oblige à dépasser nos convictions spontanées, immédiates, pour réfléchir au-delà de nous-mêmes, dans le sens du bien commun, du meilleur pour tous. Alors, en quelques minutes, mais quand même, commençons par le commencement. Et le commencement de la réflexion, à mon avis, c'est de prendre acte. Prendre acte, tout d'abord, de l'évolution de la société, où aujourd'hui le modèle du couple hétérosexuel marié qui procrée dans le cadre du mariage est depuis longtemps rejoint par d'autres schémas, d'autres expressions de la famille, les familles homoparentales, monoparentales, décomposées, recomposées, tardives, etc. Aujourd'hui, des couples se rendent à l'étranger afin de bénéficier de techniques d'AMP interdites en France, mais pourtant tout à fait passées dans les mœurs. Qu'une technique interdite en France soit permise à l'étranger n'est certainement pas une raison en soi de modifier notre loi. Mais elle est une donnée du problème, elle est une donnée en tout cas du débat, parce que ce phénomène oblige à justifier plus solidement que jamais nos interdictions, nos restrictions. Dans quelle mesure la loi peut-elle interdire une possibilité désirée par les parties prenantes et à laquelle elles ont donné leur libre consentement ? Une première réponse, si cette possibilité contredit nos grandes valeurs de dignité, de respect et de solidarité. Prendre acte ensuite de l'évolution du droit qui a proclamé l'ouverture du mariage et de l'adoption aux couples de même sexe. Prendre acte également de l'évolution des demandes et peut-être, avant tout autre, de celles des personnes qui, conçues par AMP, demandent aujourd'hui, et de façon on ne peut plus légitime, demandent des comptes à un système qui les empêche d'accéder à la totalité de leur histoire. Prendre acte, enfin, c'est constater ce qui ne peut être nié, c'est écouter la parole des personnes concernées et, je crois, raisonner sans jamais perdre de vue la réalité. Et puis, confronter ces constatations à nos valeurs non personnelles, mais communes, ces valeurs qui font notre identité culturelle et qui confèrent à notre loi relative à la bioéthique sa particularité, la bioéthique à la française. Alors, afin de vous guider dans cet exercice,
Nous vous proposons ce soir plusieurs questions qui figurent sur le programme et qui vont être prochainement soumises aux législateurs. Plusieurs des questions en matière d'AMP se résument à celle de savoir si l'AMP doit ou ne doit pas rester un ensemble de techniques applicables sur indication thérapeutique exclusivement, ou s'il faut faire tomber cette barrière posée dès 1994, clairement réaffirmée en 2011 lors de la dernière révision des lois relatives à la bioéthique. Effectivement, aujourd'hui, à propos de l'AMP, le Code de la santé publique dispose que le caractère pathologique de la fertilité doit être médicalement constaté. Alors, est-ce qu'il faut supprimer cette condition d'accès à l'AMP et l'ouvrir à d'autres, notamment aux couples de femmes ou encore aux femmes célibataires? Dans le même ordre de questions, l'autoconservation des ovocytes doit-elle être proposée à l'ensemble des femmes jeunes afin qu'elles puissent repousser leur projet de grossesse à un âge où, le professeur Friedman expliquait, une grossesse naturelle va devenir plus aléatoire. Concernant l'ouverture de l'AMP aux couples de femmes, il semble que la réponse à la question se trouve dans la loi qui a permis l'adoption par les couples de même sexe. Parce qu'il faut comprendre que par cette disposition, le législateur a voulu, avant toute chose, sécuriser la situation d'enfants élevés par des couples de même sexe en permettant aux conjoints du père ou de la mère biologique d'adopter l'enfant qu'ils élèvent ensemble. Depuis des années, les couples de femmes qui construisent ensemble le projet de créer une famille, d'avoir un enfant, se rendent au-delà de nos frontières pour bénéficier d'une insémination que le droit français leur refuse. Une fois l'enfant né en France, il est possible, depuis 2013, pour l'épouse de la mère de l'adopter. En avalisant une telle pratique, le droit reconnaît qu'elle ne contredit pas l'éthique. Et dans un avis de 2014, la Cour de cassation, notre plus haute formation, a énoncé qu'en France, certes sous condition, cette pratique médicale est autorisée dès lors, je cite la Cour de cassation, dans son avis, le fait que des femmes y aient eu recours à l'étranger ne heurte aucun principe essentiel du droit français. Alors dès lors, comment expliquer la restriction de l'AMP aux couples hétérosexuels? Est-ce que la loi peut continuer d'interdire cette possibilité voulue par les parties prenantes? Alors, je ne parle que des couples de femmes, car pour les couples d'hommes, la procréation passe par la gestation pour autrui. Or, à propos de cette technique, elle aussi pratiquée de l'autre côté de nos frontières, tout a été dit sans qu'aucun débat constructif n'ait jamais pu être mené à son terme. Parce qu'elle implique un engagement particulièrement important de la femme qui portera l'enfant d'un couple infertile. Parce qu'elle est pratiquée dans des conditions inadmissibles dans certains pays pauvres, la GPA, ici, déchaîne toutes les passions. Mais ici aussi, ne faudrait-il pas écouter? Et écouter en priorité qui, à mon avis, les femmes qui ont permis à des couples infertiles d'avoir des enfants. C'est elles qu'il faut écouter. Et là encore, dans quelle mesure la loi peut-elle interdire une possibilité désirée par les parties prenantes et à laquelle elles ont donné un consentement libre et éclairé? La question se résume à une seule. Une GPA éthique est-elle ou non possible? Et enfin, la question de l'accès aux origines. Il ne s'agit pas là d'enfants à naître. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que cette question est sûrement prioritaire. Parce qu'il s'agit de personnes nées, qui sont là, qui existent. Des personnes nées d'une AMP avec tiers donneur. La loi française soumet le don de gamètes à l'anonymat absolu entre donneurs et receveurs. Et personne ne conteste ce principe. C'est ça que je voudrais vous expliquer. Personne ne souhaite lever l'anonymat au moment du don. Ce qui est contesté, c'est le maintien de cet anonymat à l'égard des personnes nées du don et ayant atteint l'âge adulte. Comment ne pas accepter, dans notre société évoluée, psychanalysée, comment ne pas accepter de leur restituer la totalité de leur histoire, aujourd'hui enfermée dans le tiroir des sécos? Alors, deux données me semblent aujourd'hui principales dans ce débat. La première relève du fond. Au regard de nos valeurs, telles qu'elles s'expriment, notamment dans la Convention européenne des droits de l'homme, sommes-nous en droit de délibérément priver une personne d'accéder à la connaissance, non pas de ses gamètes, non pas de gamètes ou d'un génome, mais à la connaissance de celui qui a pour moitié participé à sa conception? Et la seconde raison sur laquelle je terminerai est une raison technique, toute simple, mais qui pourtant emporte toute autre considération. Ce n'est plus possible. Des personnes nées par don de gamètes, qui se feront connaître si elles le souhaitent, ont aujourd'hui contourné l'interdiction légale et retrouvé leur géniteur.
Comment? Simplement. Il leur a suffi de commander sur le site d'une entreprise américaine un kit permettant d'effectuer des tests génétiques dont les résultats sont ensuite comparés à une gigantesque base de données sur laquelle chacun, s'il le souhaite, ouvre son profil. C'est pourquoi les prochaines affaires pourraient être initiées non par des personnes conçues par Dom Gamette et demandant à l'État de leur permettre d'accéder aux données concernant leurs donneurs, mais par les donneurs eux-mêmes, par des donneurs sollicités par des personnes conçues grâce à leurs dons, alors que l'anonymat leur avait été garanti. Aujourd'hui, les pouvoirs publics ne sont plus en mesure de garantir aux donneurs cet anonymat. Alors, autant de questions auxquelles les réponses apportées, définitives ou non, vont contribuer à dessiner l'avenir de notre société. Et pour ça, on vous remercie d'être là.